Réflexion culturelle 6. Arts et patrimoine esthétique. 1. L'indispensable futilité. La création artistique, le goût d'une forme de beauté et la quête d'une expression sans cesse renouvelée définissent l'humanité au même titre que toutes les dimensions culturelles déjà mentionnées depuis le premier tome des Tempérants, mais en relation directe avec le besoin de provoquer une émotion gratuite, dans le sens d'inutile, puisque, dans l'absolu, cette dernière peut aller jusqu'à se libérer de toute nécessité d'ordre strictement matériel, intellectuel ou physique. À la différence de bien d'autres êtres vivants, ou, pour être plus précis, à leur propre degré supérieurement conscientisé, développé et créatif, les humains s'avèrent aptes à percevoir et savourer la beauté comme la laideur toute relative de leur environnement naturel ou sociétal, et surtout à s'en inspirer pour les reproduire et les transcender par l'expression d'une émotion à la fois unique dans sa création et multiple dans sa réception, souvent sans aucune raison strictement utilitaire, au prix de la recherche constante d'un langage technique approprié, pouvant aller du plus simple au plus sophistiqué, comme du plus concret au plus abstrait. Dans l'absolu, tout est artistique sitôt que des humains s'appliquent à la moindre action volontaire, par un mélange aussi variable qu'inévitable d'inspiration et de réflexion, tant il est avéré que chaque métier gagne à être exercé dans les règles de l'art, et que même les pires contextes peuvent tristement encourager l'art de la guerre au sens d'un esthétisme stratégique. Au-delà même du dépassement éventuel d'une maîtrise technique, force est d'observer que les professions revêtant une dimension créative suscitent le besoin irrépressible d'ajouter une beauté formelle gratuite, un petit plus propice à rendre la moindre chose unique et personnalisée, ainsi que chaque action originale, dans le but délibéré de flatter les sens, via une émotion plus ou moins ressentie ou intellectualisée. Cela dit, le présent chapitre concernera typiquement les contenus habituels et les responsabilités propres à n'importe quel ministère de la culture, regroupant, sans aucune classification prioritaire ni arbitraire, des activités aussi variées que la littérature, et plus particulièrement la poésie, les beaux-arts, incluant eux-mêmes le dessin, la peinture, la sculpture et le design, auxquels il faut ajouter la musique et la danse, les arts dramatiques et cinématographiques, et l'architecture, pour ne citer que les domaines les plus fréquemment connotés au terme de culture. Ce résumé non exhaustif, listant les principales formes d'expression et autres spécialités artistiques usuellement chapeautées par un ministère approprié, définit une dimension très particulière de chaque société, en relation logique avec la géographie, l'histoire et l'influence majeure de ces paramètres spatio-temporels sur toute population humaine, laquelle devient un peuple au travers des traditions et des innovations esthétiques propres à chaque identité culturelle commune. Au fil du temps, les productions artistiques correspondantes, tant individuelles que collectives, s'accumulent et se partagent sous la forme d'un trésor patrimonial, dont le tri et la valorisation sociétale définissent la facette artistique d'un précieux héritage culturel, lequel s'apparente à un miroir reflétant les apports continus ou disruptifs de chaque époque, tandis que la forme et le contenu des messages ainsi transmis sont inspirés par les sources naturelles et sociétales du ressenti des artistes et autres créateurs. Dès lors, indépendamment des notions de propriété intellectuelle, matérielle ou légale des œuvres et des créations, la notion de patrimoine collectif s'impose avec le temps, ne serait-ce que sur un plan affectif et psychologique, pour devenir objet d'étude et de transmission, en particulier via l'éducation, suscitant une émotion et une sensibilisation dont les mises en commun réunissent les citoyens en confortant une identité culturelle constamment évolutive. Ainsi donc, la futilité de l'art n'est qu'apparente, puisque le moindre outil et la moindre machine sont aussi volontairement peaufinés de façon esthétique, pour le plaisir procuré par leur finition ou présentation extérieure, à l'instar des magnifiques métiers à tisser conservés jusqu'à nos jours, sans même parler des architectures industrielles de la même époque. Le patrimoine artistique résultant de l'histoire est plus visible encore dans nos cadres urbains et ruraux qu'au sein des musées d'aujourd'hui, témoignant de la nécessité mystérieuse et paradoxale qui rend l'art aussi vital que la plus élémentaire des nourritures terrestres. S'il paraît indispensable de s'alimenter pour survivre,
il est tout aussi nécessaire de s'esthétiser pour vivre, de savourer ainsi la poésie et la beauté des formes, des volumes, des textures et des couleurs via leurs agencements infinis, à la façon d'un indispensable repas raffiné en une dégustation gastronomique agréablement agencée. En relation directe avec notre nature humaine, l'art cultive le jardin secret des sensations et des émotions les plus affranchies de toute contingence matérielle subie, jusqu'au point de nous faire parfois entrevoir la magie ou le mystère de la spiritualité, bien au-delà des mots, et même lorsque ces derniers font partie des matériaux de l'expression concernée. Que la source inévitable d'inspiration soit dans la nature ou dans la société, l'art est avant tout une transcendance, un dépassement émotionnel, l'occasion toujours trop rare d'entrer dans une parenthèse atemporelle ou intemporelle selon le cas, soit pour ressentir un mieux-être immatériel de façon contemplative en savourant telle ou telle création d'autrui, soit pour entrer en vibration au diapason de la création en ajoutant sa propre musique au concert de la vie, ne serait-ce qu'en tant qu'amateur ou dilettante. C'est l'occasion d'une prise de distance propre à aiguiser toujours plus finement l'unique sensibilité de chacun, selon les attentes de son moi le plus profond, et en relation avec, voire en réaction contre, un ressenti existentiel, parfois conscientisé. Il en résultera le plus souvent la recherche de sensations peu ou prou compatibles avec le tempérament, le caractère ou l'humeur variable de chacun au moment précis de la réception ou de l'expression du message porté par l'œuvre contemplée ou créée, pour exorciser les douleurs et autres souffrances dérivant des blessures de la vie, ou tout au contraire, célébrer les bienfaits d'une quête infinie de beauté et de quasi-perfection. En ce sens, l'artiste, tant amateur que professionnel, exprime à sa façon le combat mystique entre le plus et le moins, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Bien au-delà de l'expression d'une morale explicite, ce que par ailleurs l'aspect magique, superstitieux et pré-religieux des premières créations artistiques atteste depuis les débuts de l'humanité. D'un point de vue historique et anthropologique, la vocation religieuse des plus grandes réalisations artistiques et architecturales révèle à quel point l'art a été, est et peut encore être l'expression des humains face à leurs interrogations existentielles les plus fondamentales. En effet, en dépassant la simple transformation utilitaire du monde par une création artistique aussi injustifiable que délibérée, l'être humain communie peu ou prou avec le mystère de l'existence, dans le sens de la vie, dont le propre est d'ajouter non seulement un plus, mais un mieux, via le besoin irrépressible d'une évolution d'ensemble observable depuis la structure atomique jusqu'à l'expansion cosmique, nonobstant l'entropie propre à la matérialité et aux accidents régressifs de certaines périodes d'un vécu sociétal ou individuel, s'agissant en particulier de la flore, de la faune et de l'humanité. Aussi impalpable qu'elle puisse paraître par définition, l'essence de toute création artistique semble pour autant respecter la binarité de son objet, en étant autant imprégnée de réactivité que de créativité, au point que l'on pourrait à proprement parler de créativité, tandis que, selon la même dualité propre à toute existence, son résultat en tant que message ne devient complet qu'en fusionnant autant de négativité que de positivité. L'hypersensibilité souvent associée à la création artistique implique un côté réactif face à tel ou tel aspect d'une réalité perçue via le prisme d'une forme de poésie ou d'émotion indicible, en fonction du regard propre à chaque créateur, mariant les bonheurs et blessures de sa vie à l'évolution contextuelle de son environnement, ce qui montre à quel point tout artiste complet gagne à s'imprégner de l'air du temps, à la façon d'une éponge absorbant le plasma subtil de la société et de la nature qui l'entoure. Mais cette dépendance réactive se trouve aussi transcendée par une dimension créative, innovante sur la forme ou sur le fond, par laquelle l'artiste peut exprimer une valeur ajoutée unique et dès lors irremplaçable, développant son propre langage en exprimant son ressenti particulier dans l'espoir d'en faire partager l'émotion. Qu'il soit inspiré par la quête d'une forme de beauté originale ou par la dénonciation d'une laideur existentielle insupportable, l'artiste interprète le monde à sa façon, tandis que son œuvre deviendra d'autant plus forte et complète qu'il saura inclure le plus large éventail possible d'émotions et de contrastes, à la façon d'un tableau faisant vibrer toute la gamme des formes et des couleurs, ou d'une œuvre théâtrale alternant,
ou mieux encore mixant le tragique et le comique, tel le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand. Le détachement qu'autorise le recul artistique vis-à-vis de l'existence procure une libération jouissive et exacerbée des sens face aux frustrations d'une condition terrestre imparfaite. Et l'art, en tant que miroir, le plus souvent déformant et caricatural, permet d'apprécier une forme de beauté paradoxale, quel que soit le support ou prétexte de la création d'une œuvre, transformant ainsi chaque activité créative en un baume des plus apaisants face à quelque besoin de résilience que ce soit. Mieux encore, l'art continue de se produire en se consommant, dès lors que la contemplation d'une œuvre est elle-même assimilable à une interprétation créatrice dans l'affect et dans l'intellect de celle ou celui qui en savoure le message, tant il est avéré que tout ouvrage, littéraire ou non, est différent pour chacun de ses lecteurs, en dépit des définitions communes des mots d'un même dictionnaire officiel. Quel que soit le matériau de base utilisé, les sensations et autres sentiments qui accompagnent toute consommation artistique parlent avant tout à l'âme du contemplateur, y compris lorsque ce dernier se trouve activé par le pouvoir rythmique et mélodique d'une musique dansante, au point de s'exprimer physiquement dans une transe communicative. Dès lors, peu importe ici l'impossible définition exhaustive de la beauté, ni la recherche d'une perfection artistique inaccessible, du moment que tout émetteur ou receveur de ces œuvres supralangagières dépasse d'une façon ou d'une autre les contraintes de sa condition terrestre via une forme de communication sans mots ou par-delà les mots. Car le vrai but du message transféré est finalement, du moins dans l'idéal, d'enrichir la sensibilité des artistes et de leur public, qu'il s'agisse de partage d'ordre individuel ou collectif, selon le cas. 2. Création artistique et société prétempérante. De façon plus ou moins explicite, cette recherche d'esthétisme se double toujours de la transmission d'un sens critique par rapport à l'existant, voire de l'apport d'une nouveauté formelle ou fondamentale plus ou moins inspirée, selon les moyens d'expression et l'honnêteté relative des artistes, dont le bain sociétal, conforté par les multiples contacts s'établissant entre créateurs, tend à produire des écoles de pensée grandement influencées par l'atmosphère de chaque époque, et le plus souvent reconnues du vivant des artistes, puisque d'une façon ou d'une autre, ces derniers ont besoin d'être soutenus et sponsorisés par la société, ce qui constitue tout le paradoxe de leur statut très particulier. En effet, de même qu'ils sont chargés d'aller bien au-delà des modes déjà établis à travers une quête éperdue d'avant-gardisme, tout en ne forgeant leur créativité qu'en réaction émotionnelle à leur époque, les artistes censés être professionnels se trouvent enfermés dans le dilemme consistant à critiquer, souvent très violemment, la société qui les nourrit plus ou moins bien, avec le risque inhérent à toute starification en cas de réussite trop flagrante. Il en résulte une ambiguïté pour le moins embarrassante, voire une hypocrisie de situation propre à restreindre la liberté indispensable à toute expression artistique, au risque d'infecter le contenu de la création correspondante, sachant qu'à l'instar des autres dimensions sociétales, l'art est aussi un vaste marché concurrentiel et spéculatif, trop souvent dépendant de la minorité dominante de chaque période historique, en particulier s'agissant des plus grandes réalisations. Aux commandes des princes et autres monarques nourrissant mains artistes peintres, poètes, sculpteurs, musiciens et architectes, a succédé le flirt douteux unissant les milliardaires aux célébrités artistiques d'un marché de l'art de plus en plus monopolisé, sur fond d'enchères et de placements qui, sous le pâle couvert de l'amour de l'art, préservent plutôt fébrilement la passion du dollar. La quête d'originalité abusive dérivant de cette marchandisation détourne peu à peu les artistes de leur fraîcheur première en les polluant par le biais de l'argent et d'une idolâtrie pour l'innovation des moyens, aux dépens des fins et du sens, encourageant un snobisme fabriqué de toutes pièces, noyant sous la sophistication de pirouettes discursives des critères d'appréciation et d'évaluation toujours subjectifs et spéculatifs. Le marché lucratif ainsi constitué se referme sur une catégorie d'initiés qui monopolise les tendances et dicte la mode en fonction d'intérêts pour le moins ambigus, sous le prétexte d'un intellectualisme autorisant autant d'arnaques que de génie, tandis que le club sociétal ainsi constitué fait preuve d'un séparatisme culturo-esthétique aux antipodes des goûts et ressentis majoritaires, sans faire évoluer de façon à la fois progressive
et émancipatrice la conscientisation et la jouissance artistique active ou passive de l'ensemble des citoyens. Dans presque toutes les activités artistiques élitistes, les créateurs ou interprètes devenus professionnels ont tendance à vivre leur passion entre eux, à se faire plaisir avant tout au sein d'un microcosme d'initiés. Suivant un nombrilisme abusif dont l'extrémisme plus ou moins sophistiqué n'apporte guère plus que les piètres qualités artistiques des consommations culturelles de masse à l'autre bout du spectre sociétal. Les productions et consommations artistiques reflètent la diversité des catégories sociales, des identités culturelles et plus encore des générations concernées, sachant que les artistes sont des citoyens comme les autres, soumis à la concurrence impitoyable du marché qui les fait vivre, réussir ou disparaître, en grande partie en fonction de leur originalité quant à la forme ou au contenu de leur création, à tel point que leur liberté d'expression s'en trouve paradoxalement contrainte, comme en témoignent les scénarios de la plupart des films, pièces de théâtre ou autres séries télévisées. L'industrialisation des productions et la concentration croissante des réseaux de distribution entre les mains d'une minorité de décideurs privés, sociologiquement compatibles avec la caste surdominante, ont pour effet de réduire l'offre et d'exclure de nombreux artistes ou créateurs trop indépendants, en dépit des nouvelles potentialités offertes par la toile, ses chaînes YouTube et ses libres blogs de néo-influenceurs. Dans un cadre sociétal encore prétempérant, l'art n'étant qu'un reflet culturel particulier de chaque communauté humaine, il n'est guère surprenant d'observer un étrange contraste entre la pauvreté désopilante des divertissements proposés, voire imposés au peuple, en particulier via le marché privé, et le raffinement financièrement excessif et socialement exclusif que des services culturels souvent publics proposent aux initiés, en dépit du vernis médiatique de certaines opérations de communication sous forme de vulgarisation éphémère. Ainsi, à l'image d'une répartition socio-économique devenue peu à peu plus inégalitaire que jamais, le monde artistique professionnel et public, bien qu'officiellement chargé de diffuser toutes les formes d'art auprès de l'ensemble des citoyens, parvient de plus en plus difficilement à faire évoluer les goûts et la conscience artistique de ces derniers, comme en témoigne la répartition sociologique de la fréquentation des musées et autres médiathèques, en dépit du gonflement des chiffres par la prise en compte systématique des groupes scolaires. Les marchés privés et publics de l'art, ainsi que les nombreuses structures mixtes associant ces deux modes de financement, sont donc assujettis, d'une part, au bon vouloir de quelques mécènes milliardaires en compétition culturelle et financière pour placer leur fortune tout en se forgeant une image respectable pour la postérité, et d'autre part, au club fermé de spécialistes en lien direct avec des autorités politiques toujours minoritaires, au sens légitime et proprement démocratique du terme, ce qui, dans les deux cas, induit des choix difficilement compatibles avec les attentes de la majorité citoyenne. Dans la mesure où, par ailleurs, les décideurs spécialistes se cooptent largement en une sorte de microcosme sociétal, les créations artistiques sélectionnées ou encouragées ne font que renforcer des préférences et des intérêts minoritaires, y compris vis-à-vis des politiques culturelles censées influencer et orienter la masse des consommateurs d'art populaire, comme c'est visiblement le cas en matière de diffusion radiophonique et télévisuelle, privée ou publique. Ainsi, parce que le monosystème socio-économique et politique se fait minoritairement accaparer sur un mode de pouvoir centralisé, les degrés extrêmes de l'éventail possible d'épanouissement artistique se trouvent toujours plus avantagés, engloutissant les moyens humains et financiers afférents aux dépens de l'attente et des besoins culturels de la grande majorité des citoyens. En lieu et place d'une culture impliquant la quasi-totalité de ces derniers et offrant un panel complet de création et de contemplation propre à faire constamment évoluer l'ensemble d'une société donnée, on obtient tendanciellement une surculture élitiste et exclusive que ses propres excès font dériver vers un snobisme autodécadent, et une sous-culture populaire promouvant trop souvent les plus bas instincts afin de divertir la masse des exploités sans lui donner une chance d'évoluer, si ce n'est uniquement dans le sens de l'intérêt des élites minoritaires. Au milieu de cet écartèlement d'offres dès lors pseudo-artistiques, les options culturelles potentiellement les plus équilibrées, propres à établir un pont continu stimulant chacun à progresser en termes d'émotions actives ou passives en matière d'art, sont de facto interdites ou ignorées,
à l'instar de la disparition des restaurants au meilleur rapport qualité-prix, au seul profit des propriétaires de McDo ou d'établissements étoilés. Il s'agit là d'un faux choix culturel, dont les effets visibles sont de faire stagner, voire régresser, la sensibilité de l'immense majorité des citoyens, et d'encourager des abus de créativité pouvant hélas aller jusqu'à la décadence des mœurs artistiques, sur fond de perte de sens et sous forme de provocation, selon la triste logique d'extrémisation déjà maintes fois observée en matière socio-économique et politique, tandis que les incommensurables volumes d'argent privé et public en jeu se trouvent de moins en moins bien répartis entre les artistes ou créateurs, pour finir engloutis et gaspillés au travers de prix rendus indécents par la spéculation. On est dès lors très loin de l'art gratuit et libéré de tout intérêt matériel, et plus éloigné encore de la quête d'un esthétisme en progression vers un absolu qualitativement apaisant et propre à élever le degré d'humanité des artistes dans leur véritable fonction sociale. La loi du marché, certes jusqu'à un certain point nécessaire, mais tôt ou tard excessive faute d'équilibre systémique, applique par défaut son principe de suprématie financière et de monopolisation des choix, induisant les mêmes conséquences déséquilibrantes sur les plateaux de la fameuse balance sociétale, y compris dans ce domaine culturel particulier. La création artistique peut inclure un travail d'équipe, mais force est de constater qu'a priori, l'inspiration et l'activité originale à la base de toute œuvre artistique sont le fait d'individualités plutôt introverties, isolées du reste du monde, dont les modes de vie atypiques vont souvent de pair avec la liberté d'un point de vue novateur, ce qui a naturellement tendance à éloigner nombre d'artistes des préoccupations quotidiennes de leurs contemporains, tout en favorisant conséquemment, au sein de leur propre communauté, une solidarité intellectuelle très spécifique, un entre-soi professionnel inévitable dont les contacts extérieurs se limitent au réseau obligé et balisé des agents, acheteurs et autres diffuseurs. Le microcosme sociétal qui en résulte n'a donc rien de surprenant, mais le risque inhérent de séparatisme, propre à toute profession un tant soit peu spécifique, peut être aggravé dans ce domaine par un isolement plus réel que dans toute autre activité. Supposant autant de solitude que de sensibilité, la création inspirée condamne la plupart des artistes à une forme d'auto-exclusion sociétale propre à entretenir un étrange mélange de spleen et d'incompréhension, ce qui nourrit l'originalité de chaque œuvre, tout en risquant de la rendre stérile sous l'effet d'un nombrilisme excessif. Le fait de devenir un artiste créateur professionnel, a fortiori à temps complet, peut aussi aliéner la liberté apparente d'un tel statut par l'obligation de produire pour un marché, de satisfaire des commandes et de subir une routine, ce qui érode peu à peu la fraîcheur des idéaux de départ en prostituant une légitime quête d'absolu sous la relativité de compromis parfois vécus comme des compromissions. Les effets d'une telle contradiction peuvent se ressentir sur la nature même et l'évolution de l'œuvre individuelle au fil des années, et plus encore sur l'équilibre émotionnel et psychologique de chaque artiste, incluant jusqu'aux pires dérives comportementales d'un quotidien écartelé entre vie privée et vie publique, succès et échec, aux conséquences parfois aussi paradoxales que dévastatrices sur des sensibilités par définition exacerbées. En contexte monosystémique sous domination minoritaire, les créations valorisées sont donc essentiellement le fait de professionnels dont les leaders sont très peu nombreux et doivent être adoubés d'une façon ou d'une autre par une élite dirigeante puissamment politique, culturelle et par-dessus tout, financière. C'est en effet la condition pour pouvoir profiter d'un réseau relationnel réservé et être promu par une industrie des arts centralisée entre quelques mains. Une caste regroupant tous les décideurs publics et privés. Un club sociétal bien huilé, au sein duquel copinage et hérédité garantissent des privilèges durables, avec l'appui forcé des écoles et filières de formation appropriées. Comme on peut aisément s'en douter, un système de promotion artistique au sein duquel les relations deviennent plus importantes que l'authenticité de toute passion créative devient aussitôt sociétalement injuste, puisqu'il peut aussi bien promouvoir des pseudo-créateurs sans valeur qu'ignorer de véritables génies potentiels, et plus encore gouverner les tendances culturelles et artistiques du moment sans aucun égard envers l'ensemble des citoyens, avec pour résultat visible l'inégale répartition des chances culturelles, comme des expressions et contemplations ainsi promues. En effet,
Cette monopolisation des pouvoirs artistiques, résultat direct de l'absence de démocratie culturelle minimale, rend impossible l'expression majoritaire dans ce domaine comme dans les autres, en ce sens qu'elle ne favorise, et dès lors exagérément, que les extrémités de l'éventail créatif sociétal, à savoir l'élitisme ruineux du sommet et le consumérisme débilitant de la base, tandis que les citoyens appartenant aux classes moyennes sont conséquemment privés de leur droit à cette dimension essentielle de l'existence, ne trouvant quasiment aucune offre artistique correspondant à leur attente en tant que spectateurs, récepteurs ou contemplateurs, ni même aucune chance de pouvoir s'exprimer et de trouver un public en tant qu'interprète, émetteur ou créateur. D'où la condamnation d'une majorité des citoyens à la stagnation ou régression culturelle, en lieu et place de l'émancipation que chacun mérite, alors que c'est cette même population qui supporte l'essentiel des coûts d'un tel système. Les inégalités déjà insupportables observables dans le cadre éducatif de ce monoculturalisme sociétal se prolongent ainsi dans le domaine des arts et de la création artistique, au travers d'une triple peine subie à minima par les 4/5 de toute population dominée de façon illégitime de fait, par absence d'offres culturelles émancipatrices, interdiction d'expression artistique et, pire encore, obligation d'adopter les goûts et valeurs idéologiques extrêmes des minorités du sommet comme de la base, sous leurs travers les plus caricaturaux. Qualitativement, le résultat corrélé à cette injustice systémique n'est pas meilleur, puisque cette anti-répartition sociétale encourage les pires excès dans la teneur même de la plupart des créations artistiques et culturelles, via la triste symétrie de toutes les formes de décadence, tant intellectuelle que comportementale, qu'une surenchère d'originalité exacerbe au-delà de toute décence, suivant en cela un étrange parallèle avec l'incohérence totale des prix, revenus et autres enjeux financiers de ce même domaine. Sur fond de discrimination systémique, tant négative que positive, la démagogie induite par les déséquilibres observables ne fait que promouvoir le plaisir de choquer artistiquement bien au-delà du nécessaire ou du suffisant, ce qui équivaut à une forme ou une autre de violence culturelle dont la pire conséquence est d'éloigner les citoyens en les divisant via une incompréhension mutuelle croissante, au lieu de susciter l'envie d'un partage d'émotions artistiques profitables à tous. Les artistes, spécialistes et autres connaisseurs, principaux responsables de la mise en commun des richesses patrimoniales, se trouvent dès lors écartelés par des contraintes stratégiques incompatibles qui les font sans cesse penduler entre un snobisme abscon et une vulgarisation quasi insultante, sans jamais parvenir à se libérer du diktat de l'argent et de sa répartition par trop inégale dans ce domaine aussi, devenant plus ou moins volontairement complices de l'abrutissement des masses et de la mise en place de contre-valeurs culturelles, en osmose avec les priorités idéologiques du moment, qu'il s'agisse d'un contexte de dictature ou de pseudo-démocratie. La déconnexion des moyens d'expression artistique par rapport aux besoins sociétaux majoritaires est enfin aggravée par le rétrécissement constant de leur contenu et de leur sens, en dépit de la multiplication apparente de formes devenues vides, puisque, sous l'effet de la standardisation encouragée par la concentration des créateurs ou promoteurs d'œuvres artistiques, ce sont toujours les mêmes discours et les mêmes opinions culturelles minoritaires qui s'imposent et tournent en rond sur leur nombril. D'où le transfert de la quête artistique de fond sur la recherche d'une forme toujours plus surprenante, aux dépens d'un progrès en direction de la beauté et de l'émotion, que ces deux dernières soient explicites ou paradoxales. D'où également la vaine inflation de commentaires vaseux et de descriptions ubuesques devenues désormais indispensables pour faire apprécier la plupart des œuvres actuelles, en lieu et place de l'autonomie créative d'un véritable contemplateur, dont l'aventure esthétique gagne à être indirectement suggérée par la création artistique elle-même, en toute liberté d'interprétation réceptive. La valeur sociétale et pédagogique de toute communication, que suppose normalement la moindre expression artistique, disparaît peu à peu au profit de l'emballage, à l'image de la nourriture industrielle des supermarchés, dont la teneur appauvrie, insipide et toxique ne saurait être compensée par les couleurs chatoyantes d'un packaging trompeur, tandis que le gaspillage d'énergie créative qui résulte de cette évolution déséquilibrante se réduit en grande partie à la traduction artistique d'une perte de boussole
en termes d'élévation de l'âme humaine. En ce sens, les mœurs artistiques, au travers d'une expression dépressive majoritaire et de plus en plus caricaturale, particulièrement dans les sociétés les plus urbanisées, expriment la souffrance de citoyens artistes hypersensibles face à l'impasse actuelle des dictatures et autres démocratures monosystémiques, tant il est vrai que, paradoxalement, le mal-être peut aussi inspirer de grandes et belles œuvres pour toucher le cœur d'autrui. Les poèmes les plus poignants peuvent fleurir sur la pire détresse morale, et le mystérieux paradoxe de la transcendance artistique s'exprime aussi dans l'esthétisation des travers de l'existence, mais tout est une question de juste proportion, car lorsqu'une société n'inspire plus que l'excès dans la forme de son expression artistique et une dépression croissante et morbide dans son contenu, c'est la preuve la plus incontestable d'une décadence sociétale historique et de l'absolue nécessité de construire toute autre chose. En d'autres termes, la grand voile de l'art se déchire et la mâture de son mode d'expression s'incline au fur et à mesure que le bateau ivre gîte et sombre. Les besoins artistiques extrêmes précédemment décrits peuvent être tout à fait légitimes et correspondre à des expériences créatives et culturelles délibérément choisies par curiosité, surtout lorsque l'humour en relativise la nature excessive, ce qui revient à dire qu'une certaine proportion de défoulement esthétique, populiste ou élitiste selon le cas, ne saurait disparaître du paysage à venir, à la façon d'un piquant grain de sel scatologique ou rabelaisien fondé sur les bienfaits du rire. Mais la disproportion quantitative de ces excès qualitatifs et la symptomatique prise au sérieux des messages qui les sous-tendent sont révélatrices d'une absence totale de choix majoritaire, d'une discontinuité béante de l'éventail sociétal potentiel et nécessaire dans ce domaine si crucial pour l'équilibre de chacun. Cela exacerbe culturellement l'éloignement des plateaux de la balance communautaire précitée, en les opposant dès lors sans aucune transition majoritaire et progressive, ce qui fait perdre tout sens sociétalement utile à ces modes et degrés extrêmes d'expression, en les privant ainsi de leur raison d'être par rapport à un bon sens commun artistique et minimal. Et c'est ainsi que le sens de l'humour caricatural finit par se muer peu à peu en violence provocatrice croissante, tant dans l'intention que dans le ressenti de maintes formes d'expression. Au bout du compte, le produit culturel de ces extrêmes s'annule dans la majorité des cas, en détruisant les repères esthétiques, mais aussi techniques et signifiants, propres à chaque domaine artistique, via un écroulement propice à tout mélanger en débordant très largement des frontières interartistiques, encourageant un melting pot interculturel et spatio-temporel où s'entrechoquent l'histoire et la géographie, comme les traditions et les idéologies, témoignant ainsi du vaste bouillonnement à l'œuvre sous la direction d'une mondialisation hélas financièrement et politiquement aussi injuste qu'illégitime. Les échanges artistiques en jeu procurent un enrichissement mutuel spontané et à coup sûr prometteur en tant que vecteur de tolérance universelle. Mais leur potentiel positif peine à s'exprimer en raison des excès induits par les multiples formes de domination minoritaire que favorisent par défaut les monosystèmes ultralibéraux, ce qui revient à conclure que, faute de solutions délodistes et bi-économiques, une grave intempérance artistique règne sur le fond et la forme de la plupart des créations, au point de participer activement à la dépression collective d'une impasse en forme de non-sens, dont le bruit du choc se traduit par la violence croissante des styles et contenus ainsi transmis. 3. Le besoin universel de créativité. Bien qu'en apparence non indispensable du seul point de vue de l'utilité matérielle immédiate que suppose la survie, l'art semble surgir en concomitance avec l'existence, sitôt que celle-ci dépasse ce minimum pour mériter l'appellation de vie, suscitant un besoin d'expression et de recherche d'esthétisme, en tant qu'élément d'un bien-être augmenté et quête perpétuelle d'une forme de beauté ou de perfection, indicible dans l'absolu, mais perceptible dans sa réalité pourtant toute relative. Il s'agit dès lors de la condition sine qua non de toute élévation tendancielle vers une forme d'humanisation, de conscientisation proprement spirituelle au sens universel du terme, ce qui revient à dire que la créativité artistique est une dimension psychiquement vitale pour l'épanouissement minimal de chaque être humain, indépendamment du caractère éducatif que revêt la perception, la contemplation ou la consommation des œuvres d'autrui.
En tant que moyen d'expression potentiellement libéré de toute contrainte langagière usuelle, l'art fait partie intégrante de la trousse de survie précisément sociétale, dans la mesure où c'est le fait de vivre en société qui permet de dépasser définitivement le seul niveau de la survie individuelle, suscitant simultanément un besoin de communication des émotions et autres sentiments. Force est d'en déduire que la créativité artistique, dans le sens le plus large de toute recherche d'esthétisme gratuit, devrait devenir le fait de tout un chacun, ne serait-ce qu'à titre d'amateurisme éclairé ou de néo-dilettantisme apaisant, dans un cadre familial, amical, associatif et local. Et ce, d'autant plus que la frontière séparant les amateurs des professionnels s'avère quasiment impossible à définir du seul point de vue artistique. L'universalité de ce besoin de créativité désintéressée se confirme également en observant que même un individu solitaire s'adonne à une forme ou une autre de finition ou de perfectionnement esthétique sur ses propres outils de survie, sitôt qu'il peut s'offrir le moindre temps libre. À l'échelon de chaque citoyen, un mode d'expression, ou à tout le moins d'interprétation active et personnelle, répond au double besoin de digérer le monde tel qu'il se vit à travers l'expérience individuelle et d'ajouter plus ou moins sciemment sa propre pierre unique à l'édifice culturel sociétal, indépendamment de toute notion d'envergure quant à la communication subséquente. Le plus important est d'abord de se dire à soi-même, en s'extériorisant créativement, ne serait-ce qu'en réponse résiliente aux traumatismes et frustrations de chaque vie, avec le double avantage de vider son sac émotionnel et de communiquer son ressenti, le cas échéant. Plus efficacement que par le seul biais de la consommation passive d'une création extérieure à lui-même, tout amateur créatif peut ainsi faire son miel en butinant toutes les fleurs de son espace-temps de vie, des plus sucrées aux plus amères, cultivant son arbre d'expression en le nourrissant aussi de la pourriture sociétale qu'il subit au niveau de ses racines, pour se hausser jusqu'aux branches épanouies de sa propre lumière artistique. Or, il se trouve que tous les outils nécessaires à l'épanouissement culturel créatif, ou mieux encore créatif, de chaque être humain, sont gratuitement accessibles pour peu que le cadre sociétal laisse à chacun le droit et le temps de s'exprimer. La véritable communication supralangagière des émotions et l'authentique liberté d'expression positive et apaisée, tant individuelle que collective, suppose d'abord la libération sociétalement partagée de chacun grâce au délodisme bi-économique, seule façon d'émanciper une proportion de temps proprement humain de toutes nos contraintes vitales et animales historiques. Autrement dit, du totalitarisme indifférencié, jusqu'à présent imposé par la trop fameuse pesanteur socio-économique et ses multiples expressions culturelles plus ou moins illégitimes. Les outils et divers matériaux nécessaires à toute créativité émancipatrice dans le domaine artistique sont pour l'essentiel gratuitement disponibles, en ce sens que la meilleure école d'expression n'est autre que l'heureux mariage du temps et de la passion, tandis que la nature et la société humaine fournissent à chacun toute la gamme des matériaux et supports d'expression esthétique imaginables. On peut être plus ou moins doué de façon innée, voire sans doute héréditaire, tout comme on peut assimiler en accéléré telle ou telle technique via une solution d'éducation ou de formation spécialisée. Mais la merveille de l'art est d'être de facto accessible à tous avec presque rien. Et ce, quelle que soit la discipline artistique concernée, à la seule et unique condition d'être passionné au point d'y consacrer suffisamment de temps. Le don psychologiquement le plus bénéfique ne suppose qu'un temps consacré par passion, par amour de l'art, à n'importe quel objet détourné en quête esthétique ou symbolique. Aussitôt que l'on peut consacrer une part de son temps personnel à une activité créative, un tant soit peu régulière, la passion de ce passe-temps fait évoluer l'acte créatif en savoir-faire, en compétences à chaque fois accrues, au point que l'expérience cumulée compense très largement l'absence éventuelle de dons naturels, sachant en plus que tout ce qui s'acquiert par soi-même s'avère beaucoup plus précieux et original que n'importe quel apprentissage dépendant de l'extérieur, ce qui constitue d'ailleurs la spécificité de ce domaine par rapport aux sciences dures et autres humanités. En effet, puisqu'en raison du caractère unique et irremplaçable de chaque temps vécu, de chaque existence individuelle, l'œuvre artistique la plus élémentaire acquiert sa valeur essentielle. La meilleure façon de laisser une trace de soi-même,
ne serait-ce qu'à l'intention de la famille, des amis ou du voisinage, consiste à s'exprimer le plus créativement possible, en adoptant et en faisant aussi progresser l'un des innombrables langages artistiques disponibles, que cela soit d'une façon solitaire ou solidaire. Dès lors, l'avènement de la justice et de la paix sociale minimale, que seule une société devenue délodiste et biéconomique pourra garantir et pérenniser, créera enfin les conditions idéales favorables à l'épanouissement artistique de chacun des citoyens, quelle que soit l'activité et le mode d'expression concernés, non sans assurer le recentrage des abus précédemment observés concernant les minorités extrêmes de toute population inégalitaire sur l'essentiel. En libérant le temps de chacun par la partition-répartition minutarisée, sur la base d'un minimum-maximum de proportions optimales, mais de taille évolutive en termes de dimension pyramidale, tous les citoyens pourront profiter d'une égale liberté minimale de s'impliquer artistiquement de façon créative, avec le double effet bénéfique d'apaiser par eux-mêmes leurs éventuelles blessures ou frustrations et de transcender enfin cette réactivité ou cette résilience thérapeutique en innovation toujours plus positive, en restant maîtres de leur choix en termes de temps de loisirs ou de professionnalisation, le cas échéant. 4. La création artistique en contexte tempérant. La libération simultanée du temps et de tout souci vital quant à la façon de pouvoir s'assurer un minimum de revenus, ainsi offerte par la répartition universelle des droits et devoirs de la garantie citoyenne, aura pour heureux effet de redistribuer l'offre et la demande artistique et artisanale sur l'ensemble des catégories de citoyens, comblant le vide observé plus haut concernant l'immense majorité de chaque population et désamorçant les tendances culturellement si décadentes, typiques des minorités extrêmes, en matière de création ou de consommation. Au lieu d'être condamnés à une déconnexion sociologique nourrie de négativité et d'injustice, aboutissant à une professionnalisation aléatoire au bon vouloir d'une pseudo-élite culturelle très minoritaire, imposant son libre arbitre artistique à toute la société et encourageant symétriquement la passivité et l'abrutissement commercialisé des classes populaires, l'art pourra enfin se démocratiser pour de bon, en tant qu'égalité minimale de possibilités d'expression individuelle, dès lors plus dans sa dimension créative que contemplative. Les conditions sociétales d'un avenir à la fois délodiste et bi-économique favoriseront l'équilibrage optimal des multiples rouages qui animent la vie artistique, autorisant une évolution sans précédent jusque dans les contenus et signifiants des créations du futur, transformant le miroir artistique des tempérants en reflet positif d'une vie communautaire apaisée. De fait, dans la plupart des cas, l'art ne fait qu'exprimer, sur le plan esthétique et symbolique, les pulsions et les interrogations sociétales de chaque époque, et force est de constater que depuis des décennies, en particulier dans les pays les plus riches et les plus urbanisés, les formes et contenus de ce domaine d'expression ne traduisent pour l'essentiel que la révolte, la frustration, le pessimisme et la dépression chronique engendrée par la dégradation des mœurs socio-économiques et politiques, de la mondialisation à la sauce ultralibérale. Dès lors, il est aisé de comprendre que cette toile de fond en tout point déprimante, cette atmosphère devenue irrespirable et mortifère de l'inconscient collectif, s'assainira définitivement, à tout le moins dans sa dimension sociétale, laissant les principaux contrastes provenir des histoires individuelles de chaque créateur ou contemplateur, sans que la société ne soit plus responsable de la cancérisation culturelle des futurs messages artistiques. Aux antipodes de la violence à la fois formelle et signifiante de la plupart des œuvres d'aujourd'hui, dont les excès et la noirceur sont révélateurs des souffrances sociétales du moment, limitant l'expression artistique au seul rôle d'un défoulement thérapeutique aussi vain que permanent, comme c'est le cas chaque fois qu'une société se corrompt dans sa propre décadence, pourra succéder la trame assainie d'une toile invitant à nouveau à la positivité de la recherche du beau sur la base du bien-être de la paix que seule procure la justice. En effet, dans la mesure où les conditions vitales de l'existence individuelle et collective seront enfin assurées par ce que concilier, il sera possible pour chacun de s'exprimer artistiquement grâce au temps retrouvé, libéré de toute obligation de consommation passive, ce qui ne manquera pas d'orienter la recherche créative, bien au-delà des besoins actuels de rééquilibrage palliatif,
en direction d'un esthétisme plus pur et positif que jamais. Mieux encore, cela participera de la nécessaire et urgente décroissance relative, puisque, une fois équipés à minima des plus simples outils, la plupart des créateurs ou artistes en tout genre, à l'instar des jardiniers et bricoleurs amateurs, s'expriment et fabriquent déjà au lieu d'acheter et de consommer. Ainsi, toute forme de passion créative se trouvera encouragée par le temps, économisant et relativisant d'autant l'argent, sa polluante circulation exacerbée et le dépassement pathologique de son obsession vitale, tandis que chacun des citoyens de l'avenir retrouvera le choix et la liberté de concevoir, de réaliser et de fabriquer des objets librement assimilables à des œuvres, gagnant au passage le bonheur d'une autonomie authentiquement épanouissante et principalement avec les moyens du bord de son environnement local. Toutes les formes d'expression, même partiellement artistiques, nécessaires à la complétude de l'équilibre individuel comme au besoin de communiquer de façon unique, seront propres à libérer des émotions de plus en plus généreuses, nourries non seulement d'un émerveillement retrouvé vis-à-vis de la nature, mais plus encore du bonheur collectif et fraternel qu'une réelle identité citoyenne suscitera sur les quatre faces de la pyramide sociétale. Le partage équitable du minimum maximum, en libérant la moitié du temps de vie de chaque citoyen, ne serait-ce que de façon optionnelle, recréera dans cette proportion les conditions de l'autonomie individuelle totale d'un Robinson Crusoe en résolvant, dans le meilleur cadre politique, socio-économique et écologique concevable, tous les besoins matériels et sociétaux suffisants au bien-être de chacun, ce qui pourra librement se traduire par le biais de l'art et de la création artistique, à une échelle prioritairement artisanale, via la renaissance des communes et de leurs territoires. Tout en permettant aux citoyens tempérants d'épanouir ainsi en douceur leur créativité, le prochain cadre délodiste et bi-économique suscitera de nouvelles formes et de nouvelles finalités d'entrepreneuriat artistique individuel ou associé, conséquence directe du retissage des relations locales, tandis qu'un exode urbain inévitable rééquilibrera la répartition géodémographique au profit des villes à taille humaine, optimisant ainsi les nouveaux besoins sociétaux, en tant que traduction spatiale visible du gommage des excès actuels. Ainsi peut-on voir à quel point tout est lié, tant il est vrai que la violence et la négativité de l'art dérivent principalement de l'anonymat ou de la déshumanisation des mégalopoles d'aujourd'hui, expression urbaine des injustes déséquilibres monosystémiques et de leur brutalité de mœurs socio-économiques. À l'opposé d'un tel gâchis, le recentrage majoritaire des droits et des moyens d'expression artistique comblera enfin le vide de l'extrémisme symétrique déjà décrit, laissant chacun libre d'évoluer de l'amateurisme au professionnalisme, et ce, dans des proportions modulables en toute progressivité, sur la base d'un succès d'abord local et régional, avant d'être national, dès lors que toutes les conditions d'une revitalisation sociétale optimale seront rétablies aux multiples échelons géographiques et que les initiatives motrices profiteront de la verticalité ascendante des besoins comme des pouvoirs de décision, offrant ainsi à chacun un libre et constant accès à l'ascenseur socio-culturel. La loterie associée à l'obligation de monter à Paris sera enfin relativisée dans ses justes proportions, s'agissant ici du cas français des plus grandes ambitions artistiques, car le tissu logistique sera encouragé à se décentraliser de lui-même au fur et à mesure que les conditions de viabilité se provincialiseront, ce qui est déjà rendu possible par maintes innovations technologiques en matière de création et de communication. Qu'il s'agisse des aspirations nouvelles, du besoin de se ressourcer ou des moyens techniques disponibles, tout est fin prêt pour une révolution culturelle créative et démocratisée, aux seules exceptions près du temps libre et du partage minimal équitable, qui manquent encore à l'appel de la façon la plus cruelle et la plus insupportable qui soit, ce qui se mesure en termes de révolte et de défoulement, tant sur le fond que sur la forme de la quasi-totalité de l'art et de ses créations contemporaines, à l'instar des messages symptomatiques du rap, ou du bruit vaguement musicalisé des rythmes techno et autres métals. La professionnalisation de l'art, avec les dangers d'interférences financières qui lui sont attachés, au lieu d'être le cœur d'une vie sociétale artistique minoritairement manipulée aux dépens de spectateurs passifs,
fournira des exemples culturels lucidement adoubés par une préférence majoritaire spontanée, construite sur un succès mérité, récompensant dès lors d'authentiques génies artistiques, tout en devenant complémentaire d'une liberté d'expression démocratisée, trouvant sa source dans chaque citoyen. En effet, aussitôt qu'un temps libre régulier permet d'exprimer quelques passions d'ordre artistique, l'épanouissement culturel qui en résulte s'avère très supérieur à toute forme de consommation, en termes de découverte de soi-même et d'apprentissage technique, ce qui permet d'apprécier d'autant plus, et surtout d'autant mieux, les productions et chefs-d'œuvre des plus grands créateurs, avec l'avantage symétrique de ne plus jamais se laisser abuser par les charlatans et autres stars fictives, caractérisant hélas si souvent les formes d'art minoritairement imposées. Grâce à la libération universelle d'un temps gagné par un partage optimal respectant la nature sociale et individuelle de chaque citoyen, les dérives artistiques rabaissantes et injustes, encore dues à l'absence de démocratie minimale, se verront mécaniquement filtrées et expurgées de la vie communautaire nationale, en particulier concernant l'argent ou les enjeux financiers, qui polluent trop souvent la création dans ce domaine. Sur la base de la préférence majoritaire, et grâce à la transparence des rouages administratifs sous la responsabilité de décideurs collégiaux, délégatifs et en constante rotation fonctionnelle, les budgets publics ne seront plus détournés au profit d'une minorité, ni gaspillés sur fond de corruption relationnelle, puisque leur répartition pourra enfin répondre à toutes les sensibilités artistiques citoyennes, sans aucune exclusivité ni discrimination, en quelque sorte au prorata de la réalité des attentes culturelles de la population. Cette double continuité, à la fois territoriale et sociologique, permettra de combler les vides déjà observés, tant du point de vue de la création que de la contemplation artistique, à la façon d'un lien communicatif traversant de part en part toutes les strates de goût esthétique des diverses catégories de citoyens, autorisant une totale progressivité dans les contacts culturels, propre à remplacer les clashs de l'incompréhension par une curiosité partagée. À tous les niveaux de la vie collective, les conditions tempérantes de la société délodiste et bi-économique rendront possible la promotion toujours plus élargie des meilleures initiatives artistiques, sur la base d'une adhésion populaire en perpétuelle évolution vers le haut, en lieu et place de la dégradation culturelle imposée par la déconnexion patente des pouvoirs centralisés et non démocratiques, aggravée par les effets infantilisants et régressifs du marché des consommations culturelles de masse. Les divers fossés d'aujourd'hui, exacerbés par la tendance toujours plus provocante des fins et des moyens d'une expression de fond devenue pseudo-artistique, se combleront peu à peu sous la forme d'un juste mélange de nouveauté et de permanence, démontrant ainsi que les véritables innovations ne sont jamais des ruptures absolues pour le seul prétexte de l'originalité, mais doivent bien au contraire s'appuyer sur l'existant, tout en ajoutant l'inédit, dans une continuité minimale propice à la compréhension du plus grand nombre de citoyens. L'adhésion du public se mérite donc par une forme de pédagogie artistique qui ne consiste pas à déblatérer un commentaire fumeux pouvant justifier n'importe quoi, mais à créer des œuvres pour transmettre des émotions sublimées avec le souci d'être compris directement via la création finale. Le vrai rôle sociétal de tout artiste s'apparente donc au partage d'un regard novateur, dont la valeur humaine dépend surtout du nombre d'âmes et d'esprits que le créateur parvient à toucher et faire vibrer, faute de quoi celui-ci ne parle qu'à lui-même ou à un petit cercle de fidèles plus ou moins abusés. Il en va de même pour le choix démocratique des éléments du patrimoine collectif, s'agissant en particulier des œuvres acquises par les musées publics ou des monuments artistiques décorant le cadre de vie communautaire, sans oublier au passage les options esthétiques qui concernent l'ensemble du mobilier urbain. La meilleure façon de tester les créations candidates et autres projets communaux, ne serait-ce que pour connaître les goûts majoritaires d'une population locale, tout en motivant cette dernière en matière de sensibilité artistique et visuelle, consistera à organiser une sorte de mini-référendum visant à respecter la préférence majoritaire, en tant que seule façon d'appliquer concrètement les principes d'une réelle démocratie locale en la matière. Un tel progrès deviendra aussi normal qu'habituel, en contexte délodiste, toutes les fois que le cadre de vie des citoyens se verra impliqué, et chaque quartier, à la façon d'un village autonome, se dotera ainsi du décor public de sa vie quotidienne,
en totale liberté de votation majoritaire incontestable. Il est en effet logique, dès l'échelle locale, d'associer l'ensemble des citoyens d'une commune aux décisions impliquant d'importantes dépenses, sitôt que celles-ci dépassent la routine fonctionnelle des services municipaux. La démocratie participative, déjà pratiquée par nombre de villes et bourgades, devrait s'institutionnaliser en tant que mécanisme de choix habituel, via la démocratie locale la plus directe qui soit, ce qui s'avère d'autant plus facile à réaliser à cette échelle humaine de gestion. Enfin, s'agissant d'ambitions culturelles régionales, tout comme nationales, le même cadre d'élodiste garantira l'implication des citoyens, par exemple sous la forme de jurys spécifiques sociologiquement représentatifs, pour valider en totale transparence tout projet d'envergure exceptionnelle. 5. Art et partition interdomaniale. En tant que quête d'expression le plus souvent individuelle, l'art semble a priori relever du domaine privé de la liberté la plus absolue, même lorsque l'activité correspondante suppose une forme ou une autre d'implication partagée, comme c'est le cas de la musique de groupe ou du théâtre associatif, entre maintes autres possibilités d'activité. De ce point de vue, qu'il s'agisse de loisirs d'amateurs ou de carrières lucratives, le secteur privé conservera toutes les libertés d'expression qui vont de pair avec le principe même de la créativité, via l'innovation permanente. Cela dit, la fonction humanisante de cette dimension artistique concerne autant la société tout entière que chacun de ses membres, au travers des besoins complémentaires de production et de consommation, de création et de contemplation, tant il s'avère aussi vital de communiquer ou de transmettre que d'apprendre en savourant les œuvres d'autrui. Sur la base d'une sensibilisation artistique minimale et identique de tous les citoyens dans le cadre de l'éducation commune, chacun doit conserver le droit de s'exprimer sous forme esthétique et symbolique, à chaque période de la vie, au gré des rencontres, révélations et déclics qui font parfois sauter le pas pour s'adonner soudainement à telle ou telle passion créative, ce qui suppose précisément le temps libre et la double vie que seul le délodisme bi-économique sera à même d'assurer de façon universelle. À défaut d'un tel progrès vers la juste répartition des droits et devoirs politiques et socio-économiques, l'intempérance règne tout autant dans le domaine artistique et culturel que sur les trois autres faces de la pseudo-pyramide sociétale, ce qui paraît d'autant plus choquant s'agissant d'un type d'activité très souvent assimilable à un loisir épanouissant. Il en résulte le fossé et les extrémismes de situations précédemment observées, permettant à certains citoyens de devenir ainsi artistes à temps complet en disproportion indue de leur véritable utilité commune, au sens des besoins d'élévation de l'ensemble des citoyens, au risque d'être toujours plus déconnectés des sources inspiratrices de la vraie vie de chaque population, pendant que des millions d'adultes, créateurs quotidiens de richesses plus bassement utiles via un labeur sous-évalué, n'ont ni le droit ni le temps d'exister artistiquement dans une proportion minimale et choisie, pourtant si vitale à leur équilibre. La responsabilisation que suppose une société délodiste ne peut qu'encourager les futurs citoyens artistes amateurs, semi-professionnels ou professionnels, à assumer pleinement toutes les conditions matérielles et financières de leur créativité, ce qui montre à quel point l'évolution cruciale promise par les tempérants sera seule capable de souder une continuité sociétale parfaite entre les notions et statuts de loisirs ou de métier, s'agissant ici de création artistique, sur la base d'une adhésion populaire authentique permettant aux citoyens les plus inspirés de se faire enfin apprécier jusqu'aux plus hautes sphères républicaines, sans l'interférence ni l'accaparement de pouvoirs excessifs en la matière. Dans ce futur contexte, la complémentarité des secteurs privés et publics sera promptement décrassée des scories de toute forme d'abus de pouvoir culturel, s'agissant là des créations artistiques, puisque chaque secteur se nourrira de son vis-à-vis sociétal de façon transparente, tandis que cette clarification systémique, induite par la nouvelle répartition des droits et devoirs, tant privés que publics, évitera les dérives financières et idéologiques des surdominations minoritaires. Le secteur public aura la possibilité et les moyens de se recentrer sur son rôle essentiel, à savoir la promotion de l'art à travers l'éducation et la sensibilisation des plus jeunes, ainsi que la spécialisation propre aux filières artistiques, mais il est à prévoir que cette dernière s'orientera de plus en plus
sur les techniques les plus sociétalement éprouvées, c'est-à-dire déjà adoubées par l'expérience collective nationale en tant qu'élément du capital culturel sociétal ou comme capitalisation communautaire d'innovation déjà confirmée, laissant au secteur privé son juste rôle de promotion des nouveautés et autres inventions artistiques les plus récentes. Une telle évolution ne supprimera aucun style d'expression artistique, même le plus disruptif, provoquant ou déjanté qui soit. Mais le rééquilibrage de la continuité sociologique en matière de création et de contemplation esthétique, jointe à la prise en compte de la préférence majoritaire via la démocratisation des choix publics, pourra enfin proportionner, de façon équitable et optimale, l'impact et l'espace sociétal de chaque école ou tendance artistique en vogue. Il est en effet logique que le patrimoine collectif, c'est-à-dire le partage communautaire d'une expression esthétique dont l'intérêt est devenu incontournable pour la majorité des citoyens contribuables, se constitue en concordance avec la nation, en tant qu'élément permanent de son identité et de son histoire culturelle, ce qui suppose de facto que la société, par son cadre systémique, garantisse la juste sélection des œuvres qui méritent, ou non, de rejoindre le dit patrimoine, sans qu'une minorité plus ou moins intellectuellement et financièrement corrompue ne puisse fausser l'éventail culturel collectif de quelque manière que ce soit. En quelque sorte, l'équilibre artistique tempérant, tout en restant dynamique, doit respecter la réalité de la répartition citoyenne des goûts, des styles et des langages créatifs, en ne basant son évolution constante que sur l'adhésion effective des divers publics concernés, faute de quoi un biais, induisant un fossé d'incompréhension pouvant aller jusqu'à une forme de séparatisme esthétique, devient l'expression d'une réelle injustice systémique, d'un favoritisme minoritaire indu, inévitablement associé à une discrimination majoritaire. Ainsi, l'initiative privée des plus grandes innovations en matière artistique, librement sponsorisée par de riches mécènes le cas échéant, ne pourra se trouver qu'encouragée par la partition domaniale d'élodistes, avec l'avantage de promouvoir enfin les artistes et autres créateurs les plus méritants, car sans pouvoir injustement court-circuiter la continuité de l'approbation sociétale en imposant illégitimement à tous les citoyens des écoles et tendances artistiques insuffisamment représentatives. Tels devraient être les apports cruciaux du délodisme bi-économique dans le domaine de la reconnaissance artistique et de la patrimonialisation de toute œuvre digne d'être sociétalement pérennisée. Il faut également en déduire que le sponsoring public, toujours souhaitable pour entreprendre des œuvres de grande envergure, devra systématiquement impliquer la prise en compte de la préférence majoritaire pour que chaque décision afférente mérite sa raison d'être démocratique, tant s'agissant de chaque initiative ou projet que des choix esthétiques correspondants ou même des conditions de concrétisation. L'atomisation démocratique du droit à l'expression artistique entre tous les citoyens ne pourra que stimuler une créativité beaucoup plus variée, non sans éviter le besoin artificiel de faire dominer une identité esthétique minoritaire, dont l'aboutissement symétrique entretient une forme d'abrutissement culturel majoritaire. De nombreux monuments architecturaux résultent de l'histoire, au gré des fantaisies d'une variété infinie de personnages dominants, au point que chaque nouveau président, dictateur ou souverain se démène pour laisser une trace artistique indélébile en construisant des musées ou des palais à la fois somptueux et originaux, tout en témoignant par là de l'orgueil d'un ego surdimensionné, tandis que ce privilège individuel, directement issu des autocraties royales et impériales, perdure comme un droit anachronique, au même titre que le pouvoir de décider seul de faire la guerre ou de gracier un condamné. En termes d'ambition d'ordre artistique, cette prérogative équivaut en tout point à la transposition dans le secteur public du pouvoir absolu, et de facto plus ou moins légitime, d'un milliardaire esthète dans le secteur privé. Or, si la liberté d'user d'une fortune personnelle et strictement privée doit être respectée, une fois la proportion des 50% bruts du minimum-maximum dûment prise en compte au titre de la partition-répartition entre citoyens, ladite liberté devient abusive et illégitime s'agissant d'utiliser l'argent et les services publics selon le bon vouloir et les caprices d'un prince, si le contexte est véritablement démocratique.
Il va de soi que cela ne doit pas empêcher un président, comme chaque citoyen ou groupe de citoyens, de proposer un projet en matière artistique et architecturale, ce qui restera toujours possible à l'avenir via un budget spécifique prévu à cet effet, puisqu'il s'avère que chaque génération ressent le besoin irrépressible de léguer quelques souvenirs architecturaux à ses descendants, et que de tels chantiers ne sont certes pas sans effet bénéfique dès le présent, comme dans la pérennité de leur résultat patrimonial. Mais les choix afférents, d'ordre esthétique et financier entre autres choses, devraient être logiquement approuvés par une représentation citoyenne exprimant l'état culturel du peuple souverain, sauf si la majorité constituante en décide autrement, en tant que récompense possible plutôt que privilège, sachant que les présidents délodistes, en étant choisis par l'ensemble des citoyens et non plus élus par une minorité sur la base de leur propre candidature, auront de ce fait acquis une totale légitimité temporaire, récompensant une forme d'exemplarité. En tout état de cause, les enjeux toujours très exceptionnels de la construction de vastes monuments à visée culturelle ou artistique devront être soumis au principe d'efficience que suppose la priorisation des dépenses publiques en fonction de l'intérêt de tous les citoyens, ce qui signifie qu'une société assez riche pour s'esthétiser de façon monumentale devrait déjà avoir résolu les priorités vitales des dits citoyens. De plus, la libération des initiatives à l'œuvre, au départ de tout projet architectural de grande envergure, suscitera de nouvelles formes d'adhésion pétitionnaire plus démocratiques que toute décision tombée du sommet, tandis que par le principe de la souscription, du bénévolat, du mécénat, voire de concours ouverts à tous, les œuvres collectives ou publiques d'un avenir délodiste, aux divers échelons de la commune, du département et surtout de la nation, pourront enfin revêtir une légitimité populaire maximale en tant que célébration esthétique d'un bien-être sociétal réellement partagé, l'idéal étant que chaque citoyen volontaire puisse être partie prenante en laissant une trace de sa propre identité individuelle au sein du chef-d'œuvre commun ainsi réalisé, ne serait-ce qu'en y pérennisant son nom en tant que participant bénévole ou autre donateur. 6. Art littéraire, cinématographique et télévisuel. Aux nombreuses formes artistiques de nature extralinguistique s'appuyant de fait sur des langages visuels, sonores ou corporels d'ordre implicite, la littérature, le cinéma et la fiction télévisuelle ajoutent leurs eaux plus ou moins troubles au flux et reflux créatifs et contemplatifs de l'humanité d'aujourd'hui, avec l'avantage certain d'être d'autant plus influents sur les citoyens que leurs messages de surface sont a priori explicitement compréhensibles, ce qui n'exclut jamais l'effet, pour ainsi dire subliminal, des idéologies sociétales qui les sous-tendent. Concernant ces domaines de création, le moins que l'on puisse dire est que les conditions systémiques de la vie sociétale s'y reflètent comme dans un miroir, pour peu que l'on tienne compte des tendances fondamentales, en termes de volume d'édition ou de production, et plus encore de proportions majoritaires quant à la teneur des fictions toutes relatives ainsi offertes aux consommateurs de livres et de films en tout genre. Pour l'essentiel, en effet, ces domaines de création plus ou moins esthétiques selon les moyens et la sensibilité de leurs auteurs portent et amplifient des messages inévitablement orientés à travers les histoires qu'ils proposent, tant il est vrai que toute fiction se nourrit du vécu de son créateur, et plus encore de sa conscience sociétale, via la traduction de ses propres émotions et fantasmes. Dès lors, il suffit de considérer la tendance générale ou majoritaire des écrits et des films pour pouvoir apprécier l'atmosphère culturelle et l'état historique des sociétés de ce siècle, lesquelles montrent hélas comment la crise structurelle des monosystèmes actuels s'exprime, s'entretient et s'exacerbe en obscurcissant le tableau, s'agissant des scénarios, des personnages et des langages. Majoritairement, les productions correspondantes expriment très justement la douleur, la souffrance et les frustrations dérivant des crises chroniques et multidimensionnelles des sociétés actuelles, en révélant de façon toujours plus crue, et en cela plus efficace, les tristes effets d'une injustice croissante, d'une perte de repères généralisée et d'une forme de psychose collective, qui sont autant de conséquences des dérives monosystémiques et antidémocratiques observables, au point que de plus en plus d'ouvrages et autres films s'apparentent parfois, malgré eux, à des enquêtes ou documentaires sociologiques, ce qui montre au passage
que la réalité sociétale n'a même plus besoin d'être caricaturée pour devenir la fiction la plus aberrante qui soit. Souvent avec brio, toute la misère du monde prend corps à travers des personnages identifiables à de simples citoyens, soumis aux pires contradictions d'une précarité plus morale et psychologique que matérielle, sur la toile de fond à la fois déprimante et révoltante d'une société en tout point déboussolée, preuve culturelle et souvent artistique de l'impasse politique et socio-économique en cause. Le contraste avec la recherche d'une humanité et d'une solidarité également exprimée dans la plupart des œuvres n'en est que plus fort, traduisant l'attente fébrile d'une solution dont l'urgence absolue ne fait plus aucun doute, et force est de constater que ce qui se définit en creux, au travers des pages et des images, n'est autre que la société délodiste et bi-économique ici proposée, en tant que seul baume apaisant à coup sûr les blessures individuelles et les fractures sociétales si bien décrites sous forme de ressentis et de comportements. Pour s'en persuader, il suffira au lecteur des Tempérants de faire le lien entre les situations dépeintes ou filmées et le contexte de la double société promise dans ces pages, le contraste obtenu faisant aussitôt apparaître en pleine lumière la stupidité des comportements pseudo-humains de l'ère prétempérante, sous le joug d'une pesanteur historique et d'une double nature encore incomprise jusqu'aux présentes réflexions. On peut parier ici qu'en imaginant les mêmes personnages dans un cadre délodiste et bi-économique, toutes les complications mortifères des tristes situations décrites par les scénarios s'évaporeront comme par magie, tant les conditions sociétales s'avèrent prégnantes sur l'existence de chacun. Ainsi, les malheurs et le désarroi communicatif si souvent révélés, tant par la littérature que par le cinéma ou la fiction télévisuelle, ne sont en aucune façon une fatalité humaine, et leur omniprésence bouleversante dans la création contemporaine n'est que le reflet auto-aggravant des frustrations vitales en jeu, démontrant à quel point leur contexte sociétal correspond à une étape historique tout aussi déprimante dans le présent que prometteuse envers l'avenir, à la seule condition de dépasser le stade premier du choc et de la dépression pour agir ensemble, au lieu de réagir impulsivement les uns contre les autres, ce qui suppose la solution que l'on sait. Un autre aspect, on ne peut plus aveuglant de ces miroirs créatifs, tient à l'expression des nombreuses formes de violence situationnelle et linguistique que l'on y trouve le plus souvent, ainsi qu'à la banalisation d'excès comportementaux typiques d'une dégradation sociétale allant jusqu'à la décadence, en particulier s'agissant de la drogue et du sexe. La proportion de films de guerre sur fond de fin du monde, mais aussi de thrillers et autres polars battant à chaque fois le record de l'horreur et de l'effroi, semble exacerber la tendance dépressive générale soulignée plus haut, au risque d'habituer les personnes les plus influençables à la consommation addictive d'une agressivité ainsi banalisée, tandis que le réalisme bluffant des descriptions et l'accessibilité totale de toutes sortes de textes et d'images via le réseau Internet finissent par mélanger le plus dangereusement du monde la représentation et la réalité de toute espèce de violence. Ici aussi, et à l'instar du dilemme de la poule et de l'œuf, il est difficile de démêler l'écheveau des multiples influences et contre-influences entre la production culturelle et la société. Mais il est acquis, pour nombre de spécialistes, que toutes les violences visibles au travers des arts explicites, arts dramatiques compris, se ressourcent constamment dans la réalité sociétale du moment, en tant que réaction irrépressible à une situation d'injustice multiforme, doublée d'une perte totale de bon sens commun qui n'est plus à démontrer. L'autre face de la déprime sociétale, engendrée par l'impasse de l'ultralibéralisme mondialisé, fait ainsi apparaître la violence comme le seul moyen d'expression disponible par défaut, en vaine réponse aux aliénations individuelles et collectives qu'induisent des sociétés monosystémiques ankylosées par l'impossible rattrapage de leurs multiples contradictions, de pseudo-démocraties de type électoral progressivement dictaturisées par la captation minoritaire de l'ensemble des pouvoirs, en réponse prétexte aux conséquences de leur propre injustice structurelle. Ainsi, l'écho de violence renvoyé par la plupart des fictions, tant écrites que visuelles, devient-il la preuve tangible de la démolition des sociétés au profit d'ambitions privées, et ce, aux dépens du respect de l'égalité minimale objective et de l'intérêt majoritaire qui représentent les deux conditions d'existence de toute communauté cohérente et durable. Mais dès lors que l'on essaye de décoder
ce que toutes ces représentations de violence expriment en filigrane, à la lumière si innovante des principes délodistes et bi-économiques, on comprend que tous les conflits dépeints expriment un ras-le-bol définitif et quasi unanime. Une condamnation sans appel de la jungle qui a progressivement gangréné puis remplacé les sociétés sur toute la surface de la planète. Il s'agit là d'une clameur sans précédent, d'une forêt de nature collective et universelle qui ne doit pas être cachée par les arbres des péripéties interindividuelles reflétées ou recréées par ces fictions. Cette violence, généralisée par le biais des créations explicites les plus populaires, mesure très précisément l'attente impatiente des solutions sociétales formulées par la saga réflexive des tempérants, puisque c'est bel et bien faute d'une prise de conscience positive de la seule solution possible que les comportements décrits ou imaginés se radicalisent par la division et l'opposition, en lieu et place de l'union ou de l'association. Les énergies négatives et réactives correspondantes, aussi vaines et condamnables dans leur forme douloureuse que compréhensibles quant à leur cause profonde, ne demandent qu'à s'investir à nouveau positivement en s'associant respectueusement dans le seul sens commun du progrès social et humain, à condition que les découvertes sociétales introduites par ces réflexions tempérantes soient dûment comprises, ce qui constitue l'immense enjeu de l'humanité, y compris face à ces défis écologiques. Qui plus est, il faut ici comprendre ces multiples formes de défoulement morbide, comme l'expression d'un suicide collectif propre à droguer ses victimes d'un plaisir masochiste paradoxal, un vertige autodestructif que seules de nouvelles perspectives sociétales, cohérentes et universelles, éviteront de rendre aussi total qu'irréversible. La pleine compréhension de la pensée tempérante ici exposée, tout comme des innovations délodistes et bi-économiques qui l'accompagnent, devrait à cet égard retourner la tendance et opérer une évolution culturelle à laquelle les auteurs littéraires et autres créateurs de fiction pourront s'associer pour offrir à l'avenir des œuvres plus positives, dans le sens de chercher à dénoncer toute violence comme vaine et autodestructrice, de moquer la force sitôt qu'elle s'associe à l'injustice, et surtout de promouvoir des aventures reconstructives sur la base d'un monde apaisé, en favorisant l'illustration et la mise en scène des diverses dimensions humaines de la tempérance. Il est en tout cas certain que le futur contexte sociétal se traduira culturellement par des œuvres renouant avec la prédominance de la beauté humaine et relationnelle, de la fantaisie et de l'humour subtil, en lieu et place des ambiances psychologiquement pathologiques de la très grande majorité des fictions actuelles, dont l'existentialisme urbain et blasé n'offre que trop rarement un happy end digne d'espoir. De fait, on peut observer qu'au fil des périodes historiques, la comédie et la légèreté humoristique sont caractéristiques des sociétés les plus équilibrées, les plus avancées et les plus raffinées, tant il est vrai que les véritables auteurs et acteurs comiques sont loin d'être superficiels, ayant tout compris des ressorts de l'humanité, et faisant preuve d'un niveau de conscience sociétale que ne reflètent en rien les excès grossiers de tant d'animateurs actuels. Le paroxysme de la violence semble par ailleurs se concrétiser à travers des comportements assimilables à une dégradation individuelle et collective, puisque la perte de sens sociétal atteint désormais un degré tel que de nombreux concitoyens, par besoin de fuite face aux impasses avérées, se défoulent contre leur propre intérêt en se perdant de vue via une addiction envers toutes sortes de drogues et autres comportements ambigus ou incohérents, à la recherche de vains paradis artificiels et de communautés plus ou moins marginales, par rejet exagéré de tout critère de normalité, démontrant ainsi le délitement accéléré de la société. Il n'est pas abusif de parler de décadence culturelle sociétale, dès lors que des goûts et comportements spécifiques et très minoritaires se trouvent artificiellement surreprésentés, dans une disproportion illégitime vis-à-vis des besoins et autres préférences majoritaires, phénomène découlant directement du couple infernal mariant encore le fossé et l'extrémisme symétrique analysé précédemment. La remise en cause subséquente des us et coutumes majoritaires déstabilisés par la violence réactive d'une critique minoritaire partiellement défensive et justifiée finit par susciter autant de régression que d'opposition, alors même que la tolérance que suppose un équilibre minimal ne saurait interdire tout comportement ni toute option culturelle légalement compatible avec la démocratie. C'est ainsi que le ressenti majoritaire
se mue peu à peu en une frustration principalement inexprimée, en réaction à l'accaparement minoritaire des médias, des structures politiques et judiciaires et des réseaux culturels. Il s'agit là d'un abus de pouvoir d'ordre intellectuel ou idéologique, sur lequel il faudra revenir dans le contexte d'un chapitre ultérieur, et dont la conséquence est d'imposer à la population totale de chaque société certaines idéologies minoritaires, certes en tout point respectables, mais illégitimes dans la seule disproportion de leur promotion. En effet, cette discontinuité dans la proportionnalité des représentations sociétales aboutit à une discrimination majoritaire indue, et surtout à l'interdiction arbitraire de très nombreuses créations littéraires, cinématographiques, télévisuelles ou théâtrales, réduisant d'autant l'indispensable et légitime liberté d'expression des auteurs, créateurs et autres producteurs. 7. La démocratisation de la création artistique. La révolution technologique dérivant des innovations digitales et du réseau Internet a pour effet de démocratiser matériellement l'accès à de nombreux moyens d'expression artistique, dont profitent déjà maints créateurs amateurs, au point que certains finissent par percer le plafond de l'anonymat pour se muer en professionnels autodidactes, capables de rivaliser avec les plus grands artistes, témoignant ainsi d'une créativité sans limite, suscitant l'adhésion spontanée de milliers de suiveurs. Cette formidable atomisation pratique du droit à l'expression, dont l'analyse fera partie d'un chapitre à venir, centré sur le pouvoir des médias, suscite pour autant une masse de créations artistiques révélant des formes et des contenus spontanément imprégnés des caractéristiques déjà observées, en ce sens que, de façon encore plus réactive et émotive, les citoyens qui s'expriment artistiquement via Internet et les réseaux sociaux subissent et observent au plus près les délétères conséquences humaines de la crise systémique en cours, ce qui procure un portrait assez authentique et très évolutif du présent sociétal, même si la nouveauté encore relative de ces modes d'expression se trouve biaisée par un effet générationnel évident. L'essentiel, pour l'heure, est de constater que ce nouveau monde créatif et communicatif offre visiblement le meilleur et le pire de toute création, mais avec une nette prédominance de défoulements excessifs, de violences audiovisuelles et verbalisées, dont la teneur, tant explicite qu'implicite, exprime le désarroi, la révolte et la disjonction sociétale déjà observée dans ce même chapitre. Dès lors, on est en droit d'espérer une évolution beaucoup plus propice à l'épanouissement constructif et pacifique des tempérants de demain, sitôt que les conditions politiques et socio-économiques auront cicatrisé les blessures individuelles autant que collectives, à plus forte raison lorsque toutes les générations auront adopté ces nouveaux modes de communication pour enfin exprimer le bonheur d'un bien-être expressif et contemplatif équitablement partagé. Ce progrès systémique et culturel sans précédent, autorisé par la libération universelle des citoyens via le délodisme biéconomique, sera propice à l'expression d'une tempérance esthétique évitant les excès et autres violences signifiantes et formelles révélatrices de la discontinuité sociétale, pour stimuler d'autant toutes les facettes de l'expression d'un bonheur créatif retrouvé et renouer avec la libre fantaisie récréative et festive des fictions les plus enthousiasmantes, tout comme de l'humour le plus spirituel et bienveillant, tant il est vrai que la meilleure vocation de l'art est de célébrer la beauté du monde et la joie de vivre, sous tant de formes de spiritualité caractéristiques d'une humanité supérieure. Tout porte donc à conclure ici que l'évolution tempérante favorisera la filtration, et même l'autofiltration généralisée des contenus du web en termes de créativité et d'expression artistique individuelle ou partagée, dans le sens d'un équilibrage qualitatif de plus en plus positif, traduisant dans ces dimensions la très prochaine pacification des mœurs résultant du délodisme biéconomique et le raccommodage définitif de chaque toile sociétale en un tableau de maître culturellement unique. Juin 2021.